Le restaurant Parmesan et Haggerty sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une voiture qui a changé l'image de l'industrie japonaise de l'automobile. Une voiture qui existait entre 1970 et 1973. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une 240Z 1971 et je vous la fais découvrir avec M. Pelletier. Datsun fit son apparition en Amérique en 1959 avec un petit pick-up et une berline 4 portes avec un certain succès. En 1962, on vit apparaître la série sport SPL 310 et 311, aussi connue sous le nom de Datsun 2000. Devant l'intérêt manifesté, on en vint à la conclusion qu'on devait offrir plus. 2 prototypes furent présentés, un concocté par Datsun et un autre sous la collaboration conjointe de Datsun et Yamaha. Ce dernier fut rejeté pour devenir plus tard la Toyota 2000 GT. Les premières 240Z débarquèrent sur les quais de San Pedro en Californie en octobre 1969. C'était un coupé fastback d'allure et performance sportive et quand même fonctionnel. Pour un prix de 3 526 $, elle était moitié prix d'une Porsche ou d'une Jaguar. Le millésime 1971 ne voit que peu de changements en regard de la version originale de 1970. Le moteur est un 6 cylindres en ligne de 2,4 litres avec 2 carburateurs simple corps, développant 151 chevaux et accouplé à une transmission manuelle à 4 rapports. La suspension est indépendante aux 4 roues. Pour 1971, le prix de base est fixé à 3 596 $ et la production s'est établie à plus de 33 684 unités. Jusqu'au milieu des années 70 en Amérique, Datsun était le premier des fabricants automobiles japonais devançant Toyota et Honda. Une Datsun 240Z originale à l'état neuf, verte avec intérieur en cuir beige, s'est vendue sur le site d'Encan Bring a Trailer pour 310 000 $. Nelson, tu es propriétaire d'une Datsun 240Z, une voiture mythique des années 70. Elle est superbe. Tu es vraiment une personne qui a eu la piqûre très jeune avec l'automobile. Peux-tu m'expliquer un peu le premier contact que tu as eu avec l'automobile tout petit? Oui, j'ai grandi dans une famille de l'automobile. Mes parents viennent du Bas-Saint-Laurent, je viens de Saint-Claude-sur-Mer. J'ai eu la chance d'être entouré d'auto toute ma jeunesse. À l'âge de 11 ou 12 ans environ, je suis allé me promener dans la forêt en arrière de chez nous. Puis je suis tombé sur des carcasses de Datsun en état de rouille avancée, mettons. Là, le petit garçon, là, ça devait travailler dans son imagination. Il devait s'imaginer toutes sortes d'affaires. Naturellement. Connaissant pas la marque, j'ai simplement eu la chance de prendre un emblème de l'auto, puis j'ai été faire des recherches sur Internet, puis là, je suis tombé sur des photos de la 240Z. Puis j'ai bâti, à partir de ce moment-là, l'amour pour la marque qui a grandi avec les années. Dis-moi non, dans le char, dans la voiture, j'imagine que tu allais t'asseoir dedans, faire semblant de conduire, t'imaginer toutes sortes de choses. Bien, à l'époque, je savais pas c'était quoi la marque, mais avec les années, en vieillissant, j'ai réalisé qu'il y avait 2 voitures. Il y avait une Datsun 510 4 portes, puis il y avait une B210. Mais les autos étaient tellement dans un état de rouille avancée, il était irrécupérable. C'était des parties de voiture. OK. D'ailleurs, il était très rouilleuse à l'époque. Toute l'industrie rouillait rapidement à l'époque. Donc, il restait à peu près rien de la voiture. Hein. C'est ça. Puis le ménage a été fait dans la forêt quelques années plus tard là, pour récupérer le peu de métal qui restait. Là. Et ça a marqué le jeune. Ça a marqué le jeune. Assez qu'aujourd'hui, on est devant quelques voitures là, présentement.
J'aimerais savoir, après ça, au niveau de ton cheminement au travers de l'automobile, premier contact jeune, après ça, c'est à quel moment tu te raccroches à l'automobile? En fait, j'ai toujours voulu avoir des voitures. À partir de quand j'ai eu 12 ans, je voulais vraiment avoir une 240Z. J'ai même eu la chance d'en acquérir une. Mais mon père étant carrossier, je voulais la faire restaurer au garage. Mon père, il refusait. Puis j'ai demandé à un remorqueur de faire remorquer l'auto jusqu'au garage, à l'insu de mon père. Puis là, il a appelé mon père pour lui dire que je voulais faire remorquer une carcasse. Puis mon père a refusé, puis il l'a fait livrer directement à cour à scrap. C'est un beau cadeau, ça! Puis cette voiture-là a été pressée aujourd'hui. Avec un petit mal au cœur, un petit bris de cœur? Ouais, ben tu sais, j'avais 12-13 ans, peut-être 14. Donc, au final, l'auto était dans un état de rouille avancé, elle aussi, à l'époque. Donc, c'est pour ça que mon père avait raison, en fait, de refuser ça. Oui, si on inversait les rôles, tu aurais fait la même chose. Oui, c'est ça. Donc, puis les années ont passé, j'ai fait beaucoup de compétitions de vélo. Les autos ont été légèrement mis de côté. Puis au final, c'est en 2010 là, que j'ai comme eu un éclair dans ma tête, puis la piqûre est revenue. Là, tu as fait l'acquisition de quelques voitures en peu de temps, mais tu as eu une voiture des années 30 aussi. Oui, j'ai eu une DeSoto 1928 que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une voiture que tu as conduite, que tu as appréciée à conduire? Oui, bien, j'ai toujours été passionné par les années 30, la prohibition de l'alcool, puis ces choses-là. Fait que, tu sais, ça me permettait d'un peu me sentir dans ces années-là. Puis tu te promenais un peu dans les routes, des petites routes, j'imagine, de campagne pour... toutes les occasions. Ouais. Toutes les occasions possibles d'aller me promener en voiture, je les prenais. Là. Ne serait-ce que d'aller acheter une pinte d'aller au dépanneur, là, je startais un vieux char, puis on s'en va. C'était ça le plaisir. Ouais. Puis c'était un plaisir qui est tellement agréable. Conduire dans une autre voiture nous amène comme dans une autre époque. On dirait que le temps ralentit dans ces voitures-là. Effectivement. Après ça, mais il y a eu une voiture qui est plus sportive, que tu as fait l'acquisition. C'est une voiture qu'on ne connaît pas beaucoup. En fait, c'est un Roadster qui a été fait par Datsun. Tu as fait l'acquisition de cette voiture-là aussi. Une Datsun décapotable 1970. La production de ce véhicule-là a été faite de 1963 à 1970. Puis lorsqu'ils ont arrêté la production de la Roadster, ils ont débuté la production de la 240Z. OK. Fait que dans le fond, la 240Z est devenue la remplaçante. Oui. En fait. En temps de pandémie, on se demande si les clubs de voitures antiques sont toujours fonctionnels, s'il y a encore des activités. Mais oui, mais adaptées aux nouvelles règles. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va bien, Eric, toi? Très bien. Daniel, par rapport à cet été, dans le club des Belles Autos d'hier, bien sûr, il y a eu le gala, là, que c'était très difficile, qui n'a pas eu lieu. Mais à part de ça, il y a quand même des activités qui ont lieu. Bon, on a réussi à quand même sortir de la COVID. Ça a parti tranquillement. Un peu comme tous les clubs en province. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à un moment donné. Nous, on a réussi à commencer nos rencontres animées du jeudi soir. On a commencé avec une pré-rencontre le 18 juin, je me souviens bien. On a commencé ça tranquillement, mais sûrement. D'autres places ont commencé vite, puis ils ont terminé vite dessus. Donc, on a pris les précautions nécessaires. Exact. On a réussi à s'adapter à la COVID. Ce qui n'était pas facile, mais on a réussi à sauver la saison quand même. Bien sûr que le gala est annulé, ça c'était notre événement majeur. Même si on était vraiment prêt pour le gala, on était vraiment, parce qu'on changeait d'endroit cette année, oui. On était vraiment prêt. Donc, on a dû l'annuler. Ensuite, on a suivi avec une parade à Bois-Châtel. On a fait des choses qui s'apparentaient avec ce que le gouvernement demandait. Donc, vous avez respecté les normes, mais tout ça, le club est toujours actif. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore plus de membres malgré l'événement. Là. Exact. Des gens nous ont suivis. Ils savaient que ce serait peut-être une année difficile financièrement. Donc, nos membres nous ont suivis. Puis on est content d'avoir gardé quasiment tout le même budget qu'on avait. Bravo. Merci. Louise, de ton côté, bien, on parle de futur.
Dans le contexte actuel, les activités continuent. Qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains mois avec les belles autos d'hier? Bien, dans le fond, nous, c'est sûr qu'on va suivre l'évolution de la situation, mais on se prépare quand même. Comme on a fait avant, on s'était mis en pause, mais on était prêt à démarrer. Donc, on fait la même chose. On poursuit nos activités d'automne, dont les rassemblements qui ont lieu, mais aussi la tournée aux couleurs des fondateurs. On va faire notre assemblée générale et on se prépare pour la prochaine saison. On verra après, mais c'est sûr qu'on va être fin prêt là, pour notre gala qui va avoir lieu en juin 2021 à Expo-Cité. Donc, on continue comme d'habitude en appliquant les règles, tout simplement de sécurité publique et le club, dans le fond, est toujours vivant et tout continue comme d'habitude. Absolument. Donc, c'est juste de prendre des mesures différentes et puis nos membres, on leur lève un coup de chapeau, là, ils embarquent à 100 avec ça. Donc, nous autres, on est fort heureux de ça puis ça nous permet d'avoir un club en santé. On souhaite un gala en 2021? Ah, absolument. On va être là. Nos partenaires nous ont envoyé plein de mots d'encouragement, nous ont soutenus. On remercie d'ailleurs l'équipe de Télémag. C'est fantastique. Merci d'être avec nous. Et puis, on espère avoir beaucoup de monde avec nous à Expo-Cité en juin 2021. Merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir, Éric. Cette capsule vous a été présentée par le club Les Belles Autos d'hier. Le 7 février 1971, un référendum en Suisse accorde le droit de vote aux femmes. La Suisse devient le seul pays au monde, avec le Liechtenstein, à établir ce droit par un vote du corps électoral masculin. Le 10 avril, une équipe américaine de ping-pong arrive à Pékin pour participer au championnat du monde de tennis sur table. La ping-pong diplomatie crée un lien entre le président américain Richard Nixon et le président de la République de Chine, Mao Tse-tung. Les deux pays s'unissent alors pour contrer l'Union soviétique. Le 9 août, le conflit nord-irlandais s'intensifie avec l'opération Démétrius. Les Britanniques interpellent rapidement multiples civils à Belfast et les emprisonnent dans divers camps d'internement improvisés. 11 personnes sont tuées par les Anglais. Une émeute s'ensuit, faisant une dizaine de morts supplémentaires. Au total, près de 2000 personnes seront internées. L'opération se termine en décembre. Nelson, on va se concentrer un petit peu sur notre 240Z 71. Voiture mythique japonaise qui a permis de donner une image de marque à Datsun en Amérique. On disait que c'était la moitié du prix d'une Porsche pour autant de performance. Cette voiture-là, tu l'as trouvée de quelle manière? Où tu l'as trouvée? Bien, en fait, en 2010, lorsque j'ai redébuté mes recherches pour me trouver une 240Z, j'ai tombé sur une annonce là, sur Internet qui m'a permis de découvrir cette voiture-là. C'est une voiture qui initialement avait été acquise et gardée par COA Nissan à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, elle était au Québec. Elle est au Québec. Elle a été gardée une bonne trentaine d'années comme un poney car par la concession. Elle a été légèrement restaurée, la peinture a été refaite, mais c'est son bleu d'origine. Puis elle a été rachetée après ça par un collectionneur de la Beauce qui l'a conservée pendant quelques années. Puis, n'ayant pas la chance de tout rouler ces voitures de collection, bien, il y en avait trop. Il y en avait trop. Il y en a vendu quelques-unes, dont celle-ci que moi j'ai acquis. Puis, je l'ai acquis en 2010. Une fois que tu l'as acquis, est-ce que tu as fait des modifications sur la voiture? Est-ce que tu l'as laissé telle qu'elle te rouler un peu avec? Étant donné que l'autre monsieur ne roulait pas beaucoup avec la voiture, lorsque je l'ai acquis, ça l'a amené son lot de problèmes parce que la voiture a été trop immobilisée longtemps. OK. Ça a fait en sorte que j'ai eu certains troubles moteurs qui m'ont forcé à refaire le moteur au complet. Puis par la bande, bien, j'ai fait une légère modification du moteur là, qui s'apparente beaucoup à l'original, mais qui donne un peu de puissance. Donc un peu plus de torque, un peu plus de chevaux vapeur. Oui. Bien, d'origine, c'est un véhicule qui sortait avec un moteur 2,4 litres de 150 chevaux environ. Oui. Moi, je suis parti avec une base d'un moteur de 2,8 litres turbo, puis j'ai fait repercer les cylindres. Donc, mon moteur, c'est un stroker qui est 3,1 maintenant.
Ah, c'est un 3.1. C'est maintenant 3.1. Je ne l'ai pas fait passer sur le dyno, par contre, donc j'ai pas les cotes exactes de puissance, mais j'ai pas inventé la roue, là. C'est des constructions qui existaient déjà sur Internet, puis j'ai reproduit un peu ce que des gens ont fait avant moi. Puis c'est un véhicule là, qui normalement abrégerait près de 300 chevaux. Là. 300 chevaux. Puis la voiture est agréable à 150 chevaux. À 300, elle doit avoir un thrill, un bon thrill. On est capable de faire des choses spéciales. J'imagine. La voiture comme telle, niveau restauration intérieure, carrosserie, tout ça, c'est comme vous l'avez acquis? Oui, c'était tel quel. J'ai quand même travaillé beaucoup dessus. Des petites choses, mais principalement l'esthétique puis l'intérieur était dans cet état-là. OK. La voiture, est-ce que tu la roules dans un contexte de plaisir? Est-ce que tu vas travailler avec des fois? Est-ce que tu fais des voyages avec ta voiture? En fait, je travaille dans le domaine de la construction, donc c'est pas possible pour moi d'aller travailler avec le véhicule. Non, effectivement. Mais toutes les occasions sont bonnes pour s'en servir. Là. Puis j'ai des amis qui habitent dans le coin de Sherbrooke qui sont aussi propriétaires de Datsun. Je me gêne pas de descendre chez eux avec. Mais avec le nombre de voitures que j'ai, là, je vous avouerais que je peux faire environ 1000 km par année avec une voiture là, seulement. La semaine dernière, Mario, on a parlé de garde-boue. On va faire un petit lien. Là. Cette semaine, on va parler de lave-auto. Effectivement. Alors, on a scellé la voiture, il faut la laver. Absolument. Et je vous parle justement de l'invention des lave-autos, surtout aux États-Unis. On fait retour en arrière en 1914. Les premiers lave-autos commerciales vont faire leur apparition. Naturellement, c'est des lave-autos manuels, on s'entend. Il n'y avait rien de mécanisé à cette époque-là. Puis en 14, faire le lien, c'est vraiment une époque où le volume de voitures a oui, vraiment augmenté. Oui, bien là, on est dans l'époque du modèle T. Là. Oui, là, il s'en vend du T. Exactement. Puis les chemins ne sont pas encore plus beaux, là. Non. Alors, on avait quand même 32 sites aux États-Unis, déjà en 1914. Et un peu plus tard, en 1925, pas loin de la crise, là, la fameuse crise boursière, on a commencé à avoir des lave-autos semi-automatiques. Donc 1928-29, dans ce coin-là? Environ. Et puis, qu'est-ce que c'est un lave-auto semi-automatique? C'est juste que là, on avait installé un système de traction. Lorsque la voiture se présentait dans le lave-auto, on accrochait un crochet dans le devant. Et puis, la voiture avançait toute seule. Et puis, il y avait des gens, encore là, manuellement, qu'on lavait la voiture avec les moyens qu'on connaît là, à ce moment-là. Il faut dire aussi, là, c'est un peu emprunté du principe de Henry Ford, la chaîne de montage. Donc, on forçait la voiture et il y avait des éléments de chaque côté pour nettoyer la voiture, puis il fallait suivre la cadence. Exactement. Et un peu plus tard, en 1950, M. Dan Hanna, qui a créé Hanna Enterprise, qui est devenu un chef de file en 1957 dans le domaine du lave-auto, lui, il a créé, il a pensé, il a inventé ce qu'on appelle le rub-a-dub. Le quoi? Le rub-a-dub. Wow! Avec l'accent, c'est bon. Avec l'accent, c'est meilleur. Alors, c'est carrément les petites brosses là, comme on connaît aujourd'hui, mais beaucoup plus violentes à l'époque. Aujourd'hui, elles sont douces. Ça, c'est en Oregon. Ça a connu un succès. Les gens ont tout de suite adopté ce système-là. Si bien qu'en 1959 arrivera les fameux systèmes de lave-auto mécanisés. Là, on est vraiment dans le lave-auto que monsieur tout le monde connaît à la maison. Automatique un peu, qui a été amélioré grandement au fil du temps. Et en 1965, quand il est devenu vraiment chef de file, là, on a innové. On est arrivé avec la brosse enveloppante. On a eu la bande transporteuse à rouleau. On se rappelle, la roue avant de la voiture embarquait, puis c'est comme un rouleau qui nous transportait à travers les rails, naturellement. Il y a eu le lavage à friction, mais avec des brosses beaucoup plus douces. Le nettoyage des pneus automatique et le système de recirculation de l'eau. Alors, les gens qui sont vraiment pro-environnement vont aimer que ça a été déjà quand même pensé en 65. Et arrive 70. 70, qu'est-ce qu'on a, Éric? La fameuse crise du pétrole. Oui. Bon, là, il y a eu une petite baisse, mais on a continué quand même à innover dans le domaine du lave-auto. On est arrivé avec le nettoyeur de roues automatique et le fameux Polish and Wax. Malgré la crise de 73. Malgré tout ça. Et 80-90, ben, les systèmes ont peu évolué, mais quand même, il y a eu de l'évolution pour s'adapter aux nouvelles voitures, nouvelles configurations, on ne va pas l'oublier. Aujourd'hui, on ajoute des lumières style disco pour attirer l'attention. Ça fait une variante. On cherche tous les moyens pour attirer la clientèle. Hein? Effectivement. Merci, Mario. Merci.
Ce segment vous a été présenté par V8 Passion et les belles autos d'hier. Nelson, on se rend compte que tu es maniaque de mécanique en général. Il y a une motoneige antique en arrière de nous. Elle est belle, elle est magnifique, mais ce que j'ai appris, c'est que c'est ta mère qui l'a restaurée. Oui, c'est ma mère qui l'a restaurée avec son conjoint. C'est une motoneige qu'on a dans la famille depuis longtemps. Donc, ma mère, elle l'a restaurée, là, puis je vous avouerai que je m'en ai jamais servi. Là. C'est partie intégrale de mon musée. Là. C'est un bibelot, dans le fond. Exactement. Elle est magnifique, elle est neuve. On dirait qu'elle sort de la chaîne de montage. En fait, c'est une Bombardier 1965. C'est la seule année qu'ils ont eu le fameux V dans le devant de la motoneige. Là. C'est ce qui donne sa valeur, sa rareté aussi. Oui, c'est ça. Bon, dans la vie de tous les jours, tu as une collection de voitures, tu en profites. Tu voyages un peu avec. Est-ce que tu as des projets futurs que tu aimerais faire de nouvelles acquisitions ou tu voudrais demeurer un peu dans la même veine, dans le japonais, puis continuer ta collection? Est-ce que tu vois du potentiel futur? En fait, j'ai aussi, avec ma femme, un Toyota Pick-up 1987, là, un peu similaire à celui qu'on voit dans Back to the Future. Bon, toute l'équipe l'a remarqué. En rentrant ici, on dit « Ah, on dirait le pick-up de Back ». J'ai aussi, dans le garage, une Toyota Corona 1969. C'est pas un nom à mode pour le moment, là? Non, effectivement. Un coupé de luxe 2 portes. Puis tu as aussi les fameuses séries B, donc dans le Datsun, les B210 et B510, qui étaient très populaires dans ces années-là. Effectivement, j'ai une 510 1973, futur projet de restauration complète. Super. En tout cas, je te félicite pour vraiment ta collection. Je trouve ça plaisant que les gens s'intéressent aux Japonais. Ça laisse un historique pour tout le monde. Je te dis bravo. Merci pour l'entrevue. Merci. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. Cette semaine, on est chez Québec Custom avec Alexandre. On va parler de projets particuliers pour des gens. Alex, l'entreprise fait toutes sortes de choses. Il fait de l'évaluation, vous faites de la carrosserie, de la mécanique, etc. Mais il y a aussi des projets spécifiques que les clients arrivent avec des idées ou des projets spécifiques. J'aimerais ça que tu nous donnes quelques exemples. Bien, l'exemple qu'on a ici, c'est un client qui a acheté un véhicule sur photo au Nouveau-Brunswick. Il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais essayé. Fait que le véhicule a été acheté là-bas, il a été livré ici. Ce qu'il nous reste à faire, c'est road test, inspection. Après ça, on passe l'inspection de la SAC pour être capable de le plaquer. On fait l'évaluation valeur pour les assurances. Et c'est important de le dire, vous faites l'évaluation du véhicule également ici. On fait l'évaluation pour le client. Après ça, le client va venir le voir en personne. Puis c'est lui qui va décider s'il fait des modifications, des changements. Donc, ton rôle, toi, c'est de vérifier que la voiture est en bonne norme, l'évaluer pour qu'elle soit bien immatriculée, bien assurée. Puis s'il y a des petits changements qu'il veut faire, mais tu vas être là pour l'accompagner. Au goût du client, quand il va venir la voir la semaine prochaine en personne. Ça va être une belle surprise pour lui. Oui. L'écolonème qui est en arrière de nous maintenant, ça, c'est un projet spécifique pour un client qui avait une idée en arrière de la tête. Oui, un gars qui a un commerce d'ébénisterie. Puis je cherchais une petite éconolène dans ces styles-là, peu importe GM, Ford, Chrysler. Puis faire de la promotion, j'imagine. C'est un véhicule promotionnel. Fait qu'il nous a envoyé un courriel. Mon associé s'est mis sur le dossier, puis il nous a trouvé une belle petite éconolène en Floride. En Floride, il faut avoir des connexions partout, hein? Il faut chercher partout parce que souvent, quand on trouve des projets ici, c'est soit que c'est souvent magané. À cause du sel. À cause du sel, tu sais, ouais. le vécu du véhicule n'est pas vraiment le même quand on va plus dans le bas des États-Unis qu'ici. Ça vieillit moins vite aux États-Unis. Bien, c'est ça. Oui. Fait que c'est moins d'ouvrage, puis on a une meilleure base pour commencer. Je comprends. On lui a trouvé ça en Floride. Il est venu la voir, puis là, ce qu'il va rester à faire, c'est la mettre à son goût. Parfait. Là, il va regarder le côté mécanique, côté esthétique. Esthétique aussi. Puis j'imagine qu'il va finir lui-même en bois. Bien, c'est sûr qu'il est ébéniste, il va faire son intérieur lui-même. Ça va sortir vraiment... ça va sortir très beau. Oui. J'en ai qu'un fini bois. La Mustang, maintenant, c'est un autre projet. Semblable à l'Econoline, un client qui cherchait une Mustang convertible. On lui a trouvé. À cette heure, ce qui reste à faire, les clients vont venir la voir.
puis on va le mettre à leur goût. Parfait. Nous, dans les prochaines semaines, on va se concentrer sur un projet précis qu'on va suivre ensemble. Parfait. Merci, Alex. Cette chronique vous a été présentée par l'atelier de restauration Québec Custom. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Auto Rétro. V8 Passion est fier de vous avoir présenté Passion Auto Rétro.